Quelle caméra choisir lorsqu'on est photographe, vidéaste ou les deux? C'est vrai qu'on me pose très souvent cette question, que ce soit en DM sur Instagram ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Dans cette vidéo, on va analyser un petit peu ce qui existe sur le marché en prenant en compte différents types de budgets pour qu'au final tu arrives à trouver quel matériel est le plus adapté à tes besoins. Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matos. Je vais tenter de répondre à la question que beaucoup de personnes se posent. Quelle caméra je dois acheter? Alors déjà, avant de passer à la caisse, il faut se poser plusieurs questions. La première, je dirais, est-ce que tu es limité par ton matériel actuel? Ça peut arriver d'avoir des besoins de production et le matériel que tu possèdes déjà en ce moment est un petit peu daté. Il ne propose pas certaines fonctionnalités dont tu pourrais avoir besoin pour tes prods. Auquel cas, là, c'est vraiment une bonne idée de vouloir upgrader son matos. Deuxième question, est-ce que c'est un envie ou un besoin? Alors ça rejoint un petit peu la première question, mais il faut être un petit peu plus rationnel et penser que d'un point de vue besoin. Si c'est uniquement une envie et que tu souhaites avoir le dernier boîtier en date parce que tout le monde l'a et tout le monde en dit que du bien, c'est peut-être pas forcément nécessaire. C'est vrai qu'avec tous les nouveaux boîtiers qui sortent en ce moment et le choix qu'on a aujourd'hui, on a tendance à se mettre dans la tête qu'il faut à tout prix upgrader son matos tous les ans, alors que le boîtier qu'on a déjà est pas forcément obsolète, et je dirais que même dans 90% des cas, ça ne l'est pas. Après, tu peux très bien avoir envie de changer de matos pour voir ce qui se fait ailleurs, chez d'autres marques par exemple, pour comparer à des gammes équivalentes ou alors upgrader petit à petit. Et ensuite, troisième question, quelle marque choisir? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, on a la chance de pouvoir choisir entre de nombreux modèles, de nombreuses marques, tout aussi bonnes les unes que les autres, donc ton choix va forcément se faire si tu as des affinités avec certaines marques plus que d'autres. Et enfin, si jamais tu n'as pas de caméra, que tu souhaites investir dans ton premier boîtier, t'es sur la bonne vidéo aujourd'hui. Il y a deux questions à se poser cependant: quels sont mes besoins et quel est mon budget? Donc on va commencer par ça, par la catégorie petit budget slash débutant, à savoir qu'il va y avoir trois catégories au total dans cette vidéo. Débutant, donc un budget en dessous de 1000 euros, intermédiaire avec un budget autour de 2500 euros et professionnel avec un budget de plus de 3000 euros. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de te dire quel matériel précis il faut acheter, déjà parce que moi personnellement je les ai pas tous testés, je les connais pas tous, mais c'est plus de te donner des exemples par rapport à des besoins de production et surtout des budgets. Donc première catégorie, si jamais tu souhaites te lancer dans le monde de la photo et de la vidéo, tu dois sûrement te poser cette question: quel boîtier choisir pour débuter? Alors déjà, première chose, c'est important de l'assimiler, de le comprendre dès le départ, il n'y a pas de boîtier parfait, et également il n'y a pas que le boîtier qu'il faut prendre en compte. Oui, parce que ce qui va faire que tu vas capturer de belles photos et de belles vidéos, c'est l'objectif. Donc il faut également regarder quels sont les objectifs proposés par la marque et à quel prix surtout. Donc ça, c'est vraiment le critère le plus important, parce que si jamais tu pars chez une marque et qu'au final tu te rends compte que ce qu'ils proposent comme objectif te convient pas ou alors te plaît pas trop, tu seras obligé de tout revendre pour changer. Bon, je te rassure, toutes les marques aujourd'hui proposent un grand nombre d'objectifs pour tous les prix, à toutes les gammes à peu près de dispo. Donc tu auras du choix quoi qu'il arrive, mais c'est quand même important de prendre ça en compte. Regarde le parc optique. Donc premier boîtier que je peux te présenter dans cette vidéo, c'est un incontournable pour les vlogueurs. Il s'agit du Sony ZV-E10. Donc c'est un tout petit boîtier avec objectif interchangeable, donc ça veut dire que tu vas pouvoir mettre n'importe quel objectif de la monture E de chez Sony, et également des objectifs de marques tierces comme Sigma et Tamron qui sont un petit peu moins chers que ceux de Sony. Donc ça, c'est un boîtier avec un écran orientable, plus axé vidéo que photo. Même si c'est possible de sortir des fichiers RAW de 24,2 millions de pixels, tu peux enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'à 30 images par seconde et de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde, donc tu peux faire des très beaux ralentis avec ça. Et en plus, il possède le profil d'image S-Log3, donc ça c'est un profil flat qui ressemble un petit peu à ça. En fait, ça va te permettre d'avoir plus de latitude lorsque tu vas étalonner ta vidéo. Il y a également un système de stabilisation présent à l'intérieur du boîtier, ainsi qu'un micro intégré et une petite bonnette anti-vent pour vlogger à l'extérieur tranquillement. Donc ce genre de boîtier va plus être destiné à des gens qui font de la vidéo sur YouTube, sur internet, pour documenter un petit peu leur vie, ou même dans un studio pour faire du stream. Pour un usage professionnel, alors je pense que c'est possible de débuter avec ce boîtier, surtout qu'on peut mettre pas mal d'objectifs dessus avec la monture E de chez Sony. Donc je recommande cet appareil si jamais tu cherches quelque chose avec un petit budget. Dans la description, tu verras, tu as deux packs. Donc là, il y a un kit avec un 16-35 mm et un autre avec un 16-35 plus un 55-210. Donc là, ça te fait un beau kit à moins de 1000 euros, et pour débuter, je pense qu'à ce prix-là, on peut difficilement faire mieux. Deuxième boîtier, on va changer de marque, mais pas de gamme. Il y a le Nikon Z30. Alors lui, c'est quasiment la même chose que le ZV-E10, sauf qu'il n'a pas de profil log, et l'autofocus de Nikon est un petit peu moins performant que celui de Sony. Après, ça, c'est pas trop dérangeant, parce que lorsqu'on débute, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès à un profil log et de pousser l'étalonnage, mais
pareil, il shoot en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Donc pareil, pour faire des ralentis, ça c'est vraiment le top. En plus, Nikon, ça fait vraiment partie des marques les plus réputées dans le monde de l'audiovisuel. Le parc optique est vraiment très fourni, donc ça peut être une très belle option pour toi également. Troisième boîtier, on monte un petit peu en prix et on change de marque puisqu'il s'agit du Canon EOS R50. Alors c'est un boîtier qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sorti, il a été annoncé par contre, et au niveau des specs, on les a déjà, on est sensiblement sur la même chose que les deux premiers boîtiers, mais là on va plus être sur un appareil polyvalent photo et vidéo. Les deux boîtiers dont je t'ai parlé précédemment étaient plus axés vidéo, même s'ils sont capables de faire des photos, mais pour ce qui est du R50, là on a vraiment passé un cap niveau photo. On a un flash intégré, alors je sais que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un flash, toujours est-il que dans des soirées ou des moments où il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est toujours cool d'en avoir un. Donc on peut faire des photos en RAW en 14 bits, donc ça ce sont les informations de couleur présentes sur ton image. On a bien sûr un écran tactile orientable comme les deux premiers boîtiers, donc ça c'est présent absolument partout aujourd'hui, les constructeurs l'ont vraiment compris. En vidéo, on a de la 4K jusqu'à 30 images par seconde avec un mode HDR, on a de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde, ça change pas, tous les boîtiers sont à peu près pareils, et on a le Dual Pixel 2 qui est le mode d'autofocus développé par Canon, qui est personnellement je trouve un des meilleurs du marché. Alors je t'ai également mis deux liens dans la description. Le premier c'est pour le boîtier nu, tu vois qu'il est quand même assez cher sans l'objectif, et le deuxième lien c'est ce même boîtier avec deux objectifs kit, donc le 18-45 et le 55-210. Alors c'est important de noter quelque chose aussi à propos de Canon, c'est qu'ils ont récemment changé la monture de leur boîtier. Alors c'est pas hyper récent, ça date quand même d'il y a 5-6 ans, mais pendant des années on était sur une monture EF, et depuis l'arrivée des premiers hybrides notamment, on est passé sur la gamme RF. Donc il est quand même possible de mettre des objectifs EF, si jamais tu veux faire des économies là-dessus, tu peux t'en procurer d'occasion et acheter une bague d'adaptation pour les mettre sur la monture RF. Donc ça c'est un petit budget en plus, mais si jamais tu veux t'équiper, comme je te l'ai dit, avec des anciens objectifs de qualité avec la monture EF, tu vas pouvoir le faire sans problème. Allez, on passe au dernier boîtier de cette gamme débutant, même si celui-ci dépasse un petit peu le budget. Il s'agit du Fujifilm X-T30 version 2. Alors là c'est pareil, Fujifilm c'est une marque qui est déjà bien implantée dans le monde de l'image, je pense que tout le monde connaît, et c'est pas forcément la marque que les gens vont recommander en premier. Alors il y a plusieurs raisons à ça, c'est que ce sont des boîtiers destinés plus à la photo que pour de la vidéo, et aujourd'hui il y a quand même une énorme demande pour la polyvalence à la fois photo et vidéo, mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la plupart des utilisateurs de Fuji restent sur cette marque uniquement pour la photo. Il y a ce look très organique qui fait limite vintage que beaucoup de personnes adorent, et moi aussi personnellement c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur les autres boîtiers qui eux proposent une image vraiment numérique. Il y a vraiment un grain chez Fujifilm qui est très appréciable, ce qui fait que les gens adorent rester sur cette marque. Alors on peut quand même faire de la vidéo avec le X-T30, on a de la 4K DCI, donc de la vraie 4K jusqu'à 30 images par seconde, on a de la 4K UHD jusqu'à 60 images par seconde et de la Full HD jusqu'à 240 images par seconde, donc ça vraiment pour des beaux ralentis en x10, c'est vraiment le top. On a aussi la possibilité d'enregistrer en 4:2 10 bits en externe sur quasiment tous les modes d'enregistrement sauf le 240 images par seconde. On a une résolution photo de 26,1 millions de pixels, donc supérieure au boîtier que je t'ai présenté jusque là, donc pour cropper dans l'image, là ça commence à devenir intéressant, et pour faire des impressions aussi. On a également un profil log pour bosser un petit peu l'étalonnage et des effets de simulation de film et de grain pour styliser encore plus tes photos. Alors certes avec ce boîtier on dépasse un petit peu le budget de 1000 €, mais bon ça reste quand même raisonnable, surtout qu'il est dispo en kit avec un 18-55 f2.8 f4, et franchement une ouverture à f2.8 sur un objectif de kit c'est quasiment du jamais vu, donc clairement pour ce prix et les caractéristiques qu'il propose, c'est un sérieux concurrent pour un boîtier d'entrée de gamme. Après forcément à ce prix là il faut être prêt à faire des compromis. Les compromis de ce boîtier c'est quoi? C'est avant tout un capteur non stabilisé, donc si jamais tu fais de la vidéo ça peut poser un petit problème, un autofocus qui est jugé insuffisant par les utilisateurs, un rolling shutter qui est quand même assez prononcé. Alors le conseil que je peux te donner dans le choix d'un boîtier, si jamais il y en a un qui t'intéresse, c'est de regarder quelques reviews sur YouTube des autres créateurs. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur ces boîtiers là, mais pas trop non plus, parce que ça c'est vraiment le risque, tu risques de te retrouver perdu. Alors forcément chacun a son avis basé sur sa propre expérience, et on a tendance à choisir tel ou tel boîtier parce qu'une personne l'a critiqué sur un aspect. Moi je pars du principe que si les boîtiers sont proposés par des marques, c'est qu'ils correspondent forcément à des attentes. Il y a beaucoup de travail avant d'arriver à un produit final, donc c'est vraiment important de réfléchir si toi en tant que consommateur t'es la cible de ce produit ou non. Il faut se poser cette question, où est-ce que tu te situes par rapport aux différentes gammes de boîtiers. Si jamais tu penses que t'es pas le client pour les boîtiers que je t'ai présenté précédemment, on peut peut-être passer à la catégorie suivante. Peut-être que là tu trouveras ton bonheur, parce que là il s'agit des boîtiers qui sont un petit peu plus haut de gamme. Donc la deuxième catégorie s'adresse aux amateurs confirmés, débutants confirmés, semi-pro ou même des professionnels, des personnes qui ressentent vraiment le besoin de passer sur du matos plus haut de gamme. Et rappelle-toi, au début de la vidéo je t'ai posé cette question: est-ce que tu te sens limité par ton matériel? Eh bien je pense que cette catégorie correspond à ce type de personnes. Là on va s'intéresser aux boîtiers dont le prix est compris entre 1500 et 2500 €. Donc comme tu t'en doutes, j'ai dû faire des choix, donc désolé par avance si jamais un des boîtiers ne figure pas dans la liste. J'essaye juste de présenter
présenter les meilleures options pour la plupart des utilisateurs. Donc, premier candidat de cette liste, j'ai nommé le Canon EOS R7. Franchement, je vais être honnête, si je dois conseiller un seul boîtier parmi tous ceux que je vais te présenter dans la vidéo, c'est vraiment celui-ci. Et je dis pas ça parce que c'est un Canon et que je suis utilisateur de cette marque depuis de nombreuses années, c'est juste que pour ce prix-là, il n'y a vraiment aucun autre boîtier qui est aussi polyvalent en photo et en vidéo. Il a un capteur APS-C de 32,5 millions de pixels, la possibilité de shooter en 4K 60 en Full HD 120, une rafale en photo pouvant aller jusqu'à 30 images par seconde, donc ça c'est vraiment énorme. On a le mode de pré-prise de vue, donc ça veut dire que tu peux obtenir des photos avant d'avoir appuyé sur le déclencheur. On a un capteur stabilisé, même si c'est pas le meilleur du marché, c'est toujours cool quand même. On peut shooter en C-Log 3 qui est le profil flat de chez Canon, qui est le profil que j'utilise sur cette vidéo en ce moment. On a aussi la dernière technologie d'autofocus qui est vraiment impressionnante de rapidité. On a 2 slots de carte SD, ce qui nous offre la possibilité de faire des backups de nos fichiers lorsqu'on est sur le terrain, et vraiment tout ça compris dans un boîtier à seulement 1500 €, je peux que te le recommander. Sinon, deuxième option, on a le GH6 de Panasonic. Je me souviens personnellement quand il est sorti, tout le monde en disait du bien, mais au final je vois pas grand monde l'utiliser, sûrement parce que à l'heure actuelle c'est le plein format qui domine. Ici on a un capteur micro 4 tiers, donc c'est vraiment un des seuls boîtiers de cette gamme là à en avoir un. C'est un petit peu dommage je trouve, je sais que pour certains ça peut être un frein et je le comprends parce que les specs de son boîtier sont vraiment top, particulièrement en vidéo. On a un capteur de 25,1 millions de pixels, l'enregistrement vidéo dispo en 5,7K en 60 images par seconde et en 5,8K en 24 et 30 images par seconde. On a de la 4K 120 et de la Full HD jusqu'à 200 images par seconde. Donc là clairement on est sur un boîtier destiné à la production vidéo. Le seul souci, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le capteur micro 4 tiers qui va avoir un coef de x2 par rapport au plein format. Donc par exemple si jamais tu shootes une scène au 35 mm sur micro 4 tiers, ça aura un équivalent 70 mm sur plein format. Donc ça il faut le prendre en compte également. Si jamais c'est pas un problème pour toi, tu vas t'éclater avec ce boîtier, j'en suis sûr. Mais si jamais tu veux faire pas mal de plans larges et du grand angle, c'est peut-être pas la meilleure option parce que tu seras limité en optique. Boîtier suivant, on part sur le Fujifilm X-T5, capteur APS-C de 40,2 millions de pixels, la fonction multi-shot qui te permet de prendre 20 photos automatiquement en n'appuyant qu'une seule fois sur le déclencheur, donc ça c'est vraiment pratique pour le sport ou l'animalier. Niveau vidéo, on a de la 6,2K en 30 images par seconde, de la 4K DCI en 60 images par seconde et de la Full HD jusqu'à 240 images par seconde. On a aussi la possibilité d'enregistrer en externe, en ProRes RAW et en BMD RAW en 422 12 bits, donc avec une plage dynamique encore plus élevée que le 10 bits. On a 2 slots de carte SD, une rafale à 20 images par seconde, donc là clairement niveau polyvalence on est pas mal, surtout que le boîtier nu coûte moins de 2000 €. Les seuls compromis je dirais c'est le capteur APS-C, et également avec autant de millions de pixels embarqués dans ce boîtier, je sais pas s'il serait aussi performant qu'un plein format parce que les photosites sont vraiment tout petits, ce qui limite la montée en ISO et les performances en basse lumière. Donc à partir de maintenant, tous les boîtiers que je vais te présenter possèdent tous des capteurs plein format, et en général quand on décide de passer sur du matos professionnel, c'est l'option qu'on va choisir à 90 à 95% des cas. A commencer par le boîtier que j'utilise, le Canon EOS R6. Si jamais tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu sais exactement ce que je pense de ce boîtier, et si jamais c'est la première fois que tu me vois, bienvenue et abonne-toi, n'hésite pas, et je vais te présenter ce boîtier rapidement. Alors on a un capteur plein format de 20,1 millions de pixels stabilisé, la vidéo dispo en 4K 60 en 10 bits avec le profil C-Log et C-Log 3. On a de la Full HD 120, une rafale jusqu'à 20 images par seconde, une très bonne montée en ISO. Honnêtement, j'ai déjà fait des prestats où je monte jusqu'à 6400 ISO en photo et en vidéo et ça tient la route. On a aussi l'autofocus dual pixel avec détection et suivi des yeux humains, des animaux et des véhicules. Quelques points négatifs cependant, la surchauffe et l'enregistrement à 30 minutes qui fait qu'aujourd'hui on pourrait plus se pencher sur un R6 Mark II qui est beaucoup plus récent. Alors lui c'est un petit peu la même chose, on a pris tout ce qu'il y avait de bon dans le R6 et on lui a mis un capteur de 24,2 millions de pixels, et on l'a également boosté au niveau des specs, ce qui fait qu'on se retrouve avec une rafale de 40 images par seconde, une excellente montée en ISO, de la Full HD à 180 images par seconde, pas de limite d'enregistrement en vidéo, et également la fonction de pré-enregistrement, ce qui permet d'enregistrer jusqu'à 5 secondes avant d'avoir appuyé sur le déclencheur. On a le dernier autofocus de chez Canon, le Dual Pixel 2, qui est encore plus performant que celui du R6. Honnêtement, aujourd'hui, si je devais switcher de matos pour mes prods quotidiennes, je pense que je partirais sur le R6 Mark II, surtout que le problème de surchauffe semble avoir été réglé. Allez, on passe au boîtier suivant, il a fait beaucoup parler en ce début d'année 2023, il s'agit du Panasonic S5 II. Alors c'est un boîtier plein format de 24,2 millions de pixels stabilisé comme le R6 Mark II, un autofocus nettement amélioré par rapport aux anciens modèles de cette marque. Alors personnellement je l'ai pas testé, donc je sais pas s'il rivalise avec l'autofocus de Sony et Canon qui sont clairement les deux leaders dans ce secteur, mais il a l'air de bien tenir la route quand même, donc ça c'est vraiment un point à souligner. En termes de vidéo, on peut filmer en 6K en 30 images par seconde, on a de la 4K ciné en 422 10 bits avec 14 stops de dynamique, donc ça pour l'étalonnage c'est vraiment parfait, c'est vraiment un kiff à utiliser. On a de la slow-mo en Full HD jusqu'à 180 images par seconde. En photo, on a un mode rafale pouvant aller jusqu'à 30 images par seconde ainsi
ainsi qu'un mode haute résolution qui nous permet d'obtenir des photos de 96 millions de pixels en RAW. Donc ça c'est vraiment assez dingue dit comme ça. Par contre je pense que la vitesse d'écriture sera assez lente sur la carte SD parce que qui dit 96 millions de pixels dit vraiment gros poids de fichier, donc écriture très lente. Et ça c'est ce qui ressort en général des avis que j'ai pu lire et écouter depuis sa sortie, c'est la vitesse d'écriture qui est assez lente en rafale. Autre petit point négatif à propos du S5 II, la marque annonce également une prochaine mise à jour payante. Alors personnellement je trouve ça dommage de devoir investir dans un écosystème et de devoir payer en plus pour avoir d'autres fonctionnalités. Après le S5 II se place quand même parmi les boîtiers plein format les plus abordables du marché, donc si jamais tu fais de la vidéo, que tu recherches vraiment la qualité d'image, une belle plage dynamique très élevée, je te conseille vraiment ce boîtier. Dernier boîtier de cette catégorie que je peux te conseiller, enfin il y en a deux, ça dépend vraiment de ton budget du coup, c'est le Sony A7 III et A7 IV. Alors l'A7 III commence à être un petit peu daté aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'il est dépassé, hein. Il propose pas de 4K 60 par contre, mais de la 4K 30 en 422 10 bits et le profil S-Log 3. On a un capteur de 24,2 millions de pixels, un super autofocus et des combos boîtier plus objectif vraiment très intéressants chez les différents revendeurs. Donc je te mets quelques exemples dans la description. Si jamais tu cherches quelque chose de plus récent, il y a son grand frère, l'A7 IV, avec son capteur plein format de 33 millions de pixels, de la 4K 60 en 422 10 bits avec le même profil d'image et le S-Cinétone également, une excellente montée en ISO. Par contre, on a le droit à une rafale à seulement 10 images par seconde, donc ça pour les photographes ça peut être un problème. Moi je sais que personnellement quand je fais des shootings pour des événements, j'aime bien activer le mode rafale et je dois dire que je suis content d'avoir mes 20 images par seconde, même si parfois j'aimerais un peu plus, car il y a des scènes qui vont tellement vite qu'il est littéralement impossible de capturer ça sans une bonne rafale. Donc là 10 images par seconde, je trouve ça un petit peu limite. Après si jamais c'est pas un problème pour toi, ce boîtier est vraiment excellent et il conviendra aussi bien à un photographe qu'un vidéaste professionnel. Allez, on passe à la troisième et dernière catégorie, ça va aller un petit peu plus vite, ce sont les boîtiers à plus de 3000 €. Pourquoi ça va aller plus vite? Parce que là ça s'adresse vraiment à une utilisation professionnelle et je pars du principe que quand on est amené à choisir un boîtier de cette gamme, on sait à peu près ce qu'on veut. Alors les choix vont se faire déjà en fonction du parc optique qu'on possède déjà ou alors avec les affinités qu'on a avec telle ou telle marque. Premier boîtier, le Panasonic S1H. Alors là on est sur un boîtier orienté plus pour de la vidéo clairement, mais dans un corps de boîtier qui s'apparente à un appareil photo. Alors même si c'est possible de faire des photos avec, ça c'est sûr, ce boîtier est vraiment taillé pour la vidéo. Et ça je trouve ça personnellement un peu dommage parce que pour un public non averti, on a plutôt tendance à croire que c'est un appareil photo, mais non, c'est tout d'abord une caméra. Alors il fait de la 6K 24 images par seconde, de la 4K jusqu'à 60 images par seconde avec une plage dynamique de plus de 14 stops également, un double ISO natif ce qui lui permet d'amoindrir le bruit en situation de faible luminosité, donc ça c'est vraiment top. Cette caméra est utilisée dans des prods Netflix, elle est d'ailleurs certifiée Netflix, donc là déjà on a un gage de qualité. Et puis c'est vrai que la qualité d'image est vraiment au rendez-vous, les tons de la peau, la neutralité des couleurs, le profil Vlog, ça rend vraiment le process d'étalonnage très agréable. Et en plus de ça on peut passer en mode Super 35, donc ça c'est vraiment cool. Par contre ce boîtier ne vient pas sans quelques points négatifs. Déjà il y a ce form factor, je l'ai dit tout à l'heure, et ça apparente beaucoup à un appareil photo. C'est quand même une caméra en premier lieu, donc ça quand tu arrives sur un tournage et que les gens voient que tu as quelque chose qui s'apparente à un appareil photo, ça peut valoir quelques remarques. En soi c'est pas dérangeant, par contre ce qui peut être un petit peu dérangeant c'est qu'il n'y a pas de filtre ND intégré. En général dans des caméras ciné c'est le cas, alors je pense notamment à la C70 qui possède cette fonction. Enfin bon, là on est quand même plus sur de l'entrée de gamme en ce qui concerne le cinéma, donc c'est vraiment une excellente option à ce prix là. Second boîtier, l'incontournable A7S III. Alors je connais pas un vidéaste qui n'a jamais entendu parler de ce boîtier, c'est vraiment un monstre. La montée en ISO est juste exceptionnelle, grâce à son capteur BSI rétro-éclairé. On a de la 4K 120 en 422 10 bits, de la Full HD jusqu'à 240 images par seconde, un des meilleurs viseurs du marché, un autofocus hyper rapide, 2 slots pour carte SD ou CF Express, on a le choix, on peut mettre les deux. On a aussi la possibilité d'enregistrer en Apple ProRes grâce à l'Atomos Ninja 5 qui est un moniteur externe. On a un des meilleurs rolling shutters du marché, ce boîtier est sorti depuis environ 2 ans et demi, mais c'est pas pour rien que la majorité des vidéastes shootent avec ce boîtier là. Depuis le jour de sa sortie il est toujours au même prix, c'est dire le succès qu'il a connu et qu'il continue à avoir aujourd'hui. Dans la même gamme, et je dirais même un petit poil au-dessus que la 7S III, on retrouve le Canon R5. Lui il fait de la 8K RAW avec un débit de malade de 2600 mégabits par seconde, donc je te laisse imaginer la place que ça prend sur une CF Express. On a de la 4K All Intra jusqu'à 120 images par seconde avec des débits monstrueux également, donc c'est vraiment un killer en vidéo, mais ça l'est tout autant en photo grâce à ses 45 millions de pixels, sa super montée en ISO, sa rafale à 20 images par seconde. Quelques points négatifs qui ne sont plus aujourd'hui, il surchauffait énormément. Pourquoi je parle au passé? Parce que ce problème a été résolu dans une mise à jour, ce qui fait de lui un sérieux concurrent face à la 7S III. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec les deux derniers boîtiers, le Nikon Z9 et le Canon EOS R3. Alors là, on explose tous les budgets, tu le vois à l'écran en ce moment. Pourquoi j'en parle en même temps? Je sais très bien qu'ils ont des fonctionnalités différentes, mais ils possèdent tous les deux la même technologie, à savoir des capteurs empilés. En gros, c'est une nouvelle technologie au niveau des capteurs qui permettent de meilleures performances
performance en termes de dynamique, donc dans les hautes lumières et les tons sombres. Donc je vais pas rentrer dans les détails, hein, je te laisse de la doc dans la description si jamais tu sais pas de quoi je parle. Mais en gros, c'est cette technologie qui justifie le prix et les performances de ces boîtiers. Bon là, j'ai vraiment conscience que la fin de cette vidéo ne concerne pas tout le monde, ça c'est clair. Mais bon, si jamais t'es nouveau ou alors que tu connais pas encore trop le monde de la photo et de la vidéo, là ça te donne un petit aperçu de ce qui peut exister et des budgets surtout à l'heure actuelle. Donc j'ai aussi conscience que j'ai présenté beaucoup de boîtiers différents dans cette vidéo. Ça veut pas dire que les autres sont moins bien. Encore une fois, j'ai dû faire une sélection parmi des dizaines de modèles qui existent et ça c'est vraiment pas facile à faire. Donc si j'ai un conseil à te donner, si tu cherches à acheter soit ton premier boîtier, soit de faire évoluer celui que tu as déjà, c'est de prendre ton temps, procède par élimination, fais-toi des listes en fonction de ton budget, ensuite de tes besoins, ensuite des compromis que tu es prêt à faire, parce que il va falloir en faire, hein, il faut pas se leurrer, et enfin regarde ce qui reste à ce moment-là et tu pourras choisir le boîtier qui est fait pour toi. Au final, il n'existe pas de matos parfait, quoi que tu choisisses, il faudra être prêt à faire quelques compromis. Là où le choix peut se faire, c'est en déterminant où est-ce que tu décides de mettre le curseur, quel compromis es-tu prêt à faire. Alors je l'ai déjà dit également au début de la vidéo, mais c'est très important de regarder le parc optique. Par là, j'entends le prix des objectifs. Selon les marques, ça peut vite devenir très cher si on veut de la qualité, alors jette un coup d'œil là-dessus. Sur le marché de l'occasion également, sur des objectifs haut de gamme mais un petit peu dépassés, c'est tout aussi important que le boîtier en lui-même, voire même plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir un petit peu plus clair si jamais t'es en pleine recherche. J'espère avoir répondu à tes questions. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pense à t'abonner à la chaîne également si jamais c'est pas déjà fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, ciao.